Dalal ak Jama, ou si vous voulez, bienvenue en Wolof. Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance, reçoit ce jour, mois de mai, on va le dire ainsi, mois de mai, mois du travail, mois aussi consacré à la célébration de la liberté de la presse au Mali et partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau du Grand Rendez-vous, votre émission du mois, Monsieur Sambou Bouyagui. Il est le directeur de la Maison de la Presse du Sénégal. Monsieur Bouyagui. Bonsoir, Astan. J'allais dire Ibsmillah. Ibsmillah. Parce que tu l'as dit en Wolof et en français, mais tu ne l'as pas dit en Bambara. Alors, je vais l'ajouter en Bambara. Oh, Bismillah. Et puisque c'est moi seul, Ibsmillah. D'accord, Ibsmillah alors. Merci beaucoup, Monsieur Bouyagui, de nous faire l'insigne honneur d'être sur notre plateau. Il est accompagné ce jour par Monsieur Issaka Bassidibé. Il est journaliste présentateur, non moins président de la commission d'organisation du Salon des médias. Merci de nous inviter sur ce plateau que je suis couramment. Et merci à notre aîné et directeur, M. Bouyagui, qui nous fait l'honneur de visiter Bamako dans le cadre du lancement de la conférence de presse du Salon des médias. Et c'est un grand honneur pour nous de le recevoir et merci à lui. Monsieur Sidibé vient juste de le dire, vous êtes là dans le cadre du lancement, de la conférence de lancement du Salon des médias du Mali. Alors, pour ce petit séjour, avant d'arriver dans la raison de votre venue, pour ce bref séjour, comment est-ce que vous appréciez Bamako? Oui, d'abord très heureux d'être là dans le cadre justement de ce lancement du Salon du Mali. J'avoue que je suis très heureux d'avoir participé en tout cas à ce lancement-là, qui est pour moi un avant-goût de ce qui va se passer au mois de juin prochain dans le cadre de l'organisation du salon. Une appréciation positive que j'ai véritablement depuis mon arrivée à Bamako. D'abord, l'hospitalité, la Diatiguia qui est connue du Mali, notamment de Bamako, c'est comme la Teranga au Sénégal. C'est pourquoi quand on me dit bienvenue, je réponds je suis chez moi. Je pense que je suis chez moi. Le Mali et le Sénégal, c'est le même pays. Et c'est un honneur, en tout cas pour moi, au nom du gouvernement du Sénégal, de venir en tout cas participer à ce lancement. J'étais bien accueilli d'abord à l'aéroport par vous. Et également, je viens de Douala directement et sauter Dakar pour venir à Bamako. J'étais avec Djibril Sako, avec qui j'ai beaucoup échangé à Douala, au Cameroun, dans le cadre du SINAC, le Salon international des médias du Cameroun. Donc j'ai une impression nettement positive, en tout cas de l'accueil, du sens de la responsabilité des uns et des autres, mais également en tout cas la volonté de bien faire, en tout cas des autres. Mais également, je tiens à remercier justement le président, mon homologue, le président de la Maison de la Presse du Mali, mon très cher Banyugou Dante, qui m'a fait l'honneur également, avec le président du comité d'organisation, de m'inviter à dîner. Un très bon dîner que je garderai comme souvenir, parce qu'effectivement, ce fut des moments importants d'échange, mais également de connaissances. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ce moment, même s'il était court, mais il était quand même très important pour nous tous. Très important, vous avez participé à la cérémonie de conférence, mais aussi vous avez pris part aux activités de commémoration du 3 mai, date de célébration de la journée de la liberté de la presse dans le monde et au Mali. Et le président de la Maison de la Presse du Mali, dans son allocution, a tenu à vous remercier pour le fait d'avoir fait cette fête sans votre base, notamment le faire ici à Bamako. Oui, vous savez, notre président de la République est un africaniste. Tout le monde sait que nous sommes des patriotes qui aiment la souveraineté et tout ce qui est souverainisme. Donc c'est la raison pour laquelle, en participant à la fête du 3 mai à Bamako, c'est comme si j'étais à Dakar. Parce que c'est l'Afrique. Et en plus, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et puis en troisième position, c'est le Mali et le Sénégal.
Je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit aux reporters, que nous avons une richesse qu'il faudra exploiter en Afrique. C'est notre culture. La culture est au début et à la fin de tout processus. Et cette culture-là, nous sommes bien armés pour pouvoir vendre cette culture, parce qu'il n'y a que ça qui se vend. Il faudrait que l'on évite que d'autres viennent exploiter notre culture à notre place, parce qu'ils vont montrer l'autre visage de l'Afrique qui n'est pas l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique n'existe pas, moi je pense qu'il s'agit des Afriques. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le Mali a sa culture, le Sénégal a sa culture, la Guinée a sa culture, le Niger a sa culture. L'ensemble de ces cultures font de l'Afrique les Afriques. Et ça coûte très cher. Et ça rend également un pays beau et joli, à condition qu'on l'exploite de manière véritablement patriotique. Parce que vous êtes dedans. Si quelqu'un d'autre vient à Bamako pour exploiter votre culture et l'exporter, s'il y a des images qui ne correspondent pas, il faut s'en prendre à vous-même. Alors que si M. Sidibé faisait un reportage sur le Mali, faisait un reportage sur le Sénégal, il va exporter des images sans doute qui vont plaire aux autres. Et ça, c'est nous. Et cet esprit patriotique devrait nous guider nous tous. Et c'est en cela que justement que j'appelle les uns et les autres. C'est pourquoi le fait de passer la fête du 3 mai à Bamako, pour moi, c'est la même chose que de le passer à Dakar. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste, je me suis levé sur une chaise pour prendre une autre. L'autre chaise, vous avez été servi par le Salon des médias du Mali, désormais Salon des médias au Mali. Oui. L'annonce aussi a été faite lors de cette conférence inaugurale. Alors, M. Sidibé, aujourd'hui, quand on parle de Salon des médias, pour les profanes, le directeur de la Maison de la Presse l'a dit, il a quitté une rencontre, une messe en fait, on va le dire ainsi, hein, des hommes de médias, des acteurs de médias. Et cette rencontre était à 3 éditions. Oui. Maintenant, le Mali se prépare pour une 4e édition du SAM Mali. Je crois que le monde de la presse en Afrique a compris qu'aujourd'hui l'ère est au rassemblement. On a compris qu'on a passé trop de temps dans la division. Au niveau des politiques, au niveau de d'autres couches de la société. Je crois que le temps vient d'être donné par le monde des médias. Il est même grand temps de créer des espaces où les hommes des médias se retrouvent. C'est dans ce cadre que vous retrouverez certainement un salon des médias au Mali ou un salon des médias au Cameroun et ailleurs. Donc l'objectif, c'est de s'unir, échanger, se côtoyer et éventuellement discuter des mots qui minent notre métier. Donc, le Salon des médias du Mali, c'est un projet fou que des jeunes ont initié au Mali en 2022. Ce n'était pas évident, parce que nous, on se disait qu'il n'y a aucun espace au Mali où les hommes des médias se retrouvent. Si tu vois les hommes des médias se rassembler, c'est soit il y a un problème entre les médias et le gouvernement, ou bien un confrère a été arrêté, interpellé. C'est là où les hommes des médias se retrouvent pour demander à laisser notre confrère, lâcher notre confrère. Nous, on s'est dit qu'au-delà de ça, il faut qu'on se retrouve au moins une fois par an, qu'on discute des problèmes qui nous assaillent, qu'on discute de notre métier, qu'on discute de comment développer, comment faire pour que notre métier nourrisse son homme. C'est ainsi qu'on a lancé la première édition du salon, qui était quand même une première expérience, qui nous a donné des idées. On s'est dit que pourquoi ne pas l'ouvrir à d'autres confrères. C'est pourquoi la 2e édition, il y a eu quand même la Guinée qui a participé avec une forte délégation, le Burkina Faso, et la 3e édition l'année dernière, qui pour nous a été une grande manifestation de joie, parce qu'on a quand même enregistré la présence de plus de 20 confrères de l'extérieur. Donc, on s'est dit qu'on ne peut pas s'en tenir à ça, et on a réfléchi. On s'est dit que le Sénégal, Dakar, est un pays de référence en termes de médias. Et en 2024, nous avons fait un voyage sur Dakar avec une forte délégation. C'était risqué. Et nous sommes tombés sur un homme qui nous a ouvert ses portes. Il s'agit de M. Bouyagui, qui nous a compris,
on était jeunes, lui il est plus âgé que nous. Mais quand on lui a expliqué le problème, nous on vient pour échanger avec les confrères du Sénégal. Nous avons initié un salon et on veut que le Sénégal participe. D'emblée, il nous a dit, il n'y a pas de problème, le Sénégal sera le pays invité de la prochaine édition. Et nous, on était très contents, mais jusqu'ici, on n'avait pas cru jusqu'à cette conférence où il nous a fait l'honneur de quitter directement Douala pour être à Bamako ici. C'est l'occasion encore une fois de remercier Lédé Sambou pour cette culture d'encourager ses jeunes frères. C'est aussi ça l'Afrique. Quand tes jeunes frères sont sur la bonne voie, leur aider à avancer. Ne pas considérer que, bon, c'est vrai que moi, lui, il doit être d'une génération qui est avant nous. Mais il nous aide à grandir. Donc, on a bien aimé. Donc, la 4e édition du Salon des médias, Sambou l'a dit, c'est du 12 au 15 juin. Donc, en attendant, aujourd'hui, on a lancé les travaux sous la direction du secrétaire général du ministère. Donc, nous pensons que c'est une phase de maturité et les préparatifs vont continuer avec la bénédiction de nos aînés. Notamment, il a salué le président de la maison de la presse, Al-Hadj Badjougou Dante, et d'autres bonnes volontés, d'autres grands frères qui nous accompagnent pour que cette 4e édition soit une édition ouverte à toute l'Afrique. Et nous espérons accueillir toute l'Afrique cette année. Accueillir toute l'Afrique ne saurait se faire sans des préalables. Et la thématique de cette année, c'est l'information, le défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce que ce sont les mêmes réalités qui prévaut notamment à Dakar? Vous avez quitté Daoula tout à l'heure, il y a quelques jours. Est-ce que c'est la même réalité? Est-ce qu'il n'est pas temps pour les acteurs de médias de se donner la main et d'assainir ce secteur pour beaucoup d'acteurs? Oui, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, on risque de rater le dernier virage. Et ce serait catastrophique pour l'Afrique et pour ce pays. Parce qu'un seul pays qui rate ce virage, c'est l'Afrique qui rate le virage. Et ce virage-là, je pense que c'est le nouveau métier des médias. C'est le numérique, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et ensuite, il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire à partir de la publication de certains qui ne sont pas forcément des médias, quand on prend le cas de Facebook. Donc c'est dire aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des professionnels qui soient véritablement à ce niveau-là de ce qui se passe, des réseaux sociaux. Parce que quand vous parlez de réseaux sociaux, c'est l'ensemble de ces secteurs aujourd'hui qui sont en train véritablement de sortir leur nez. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la presse doit être au cœur, en tout cas, de ce qui doit venir. C'est pourquoi nous, chez nous, par exemple au Sénégal, à la Maison de la Presse, j'ai lancé le centre de renforcement de capacité et de perfectionnement. Parce que chaque jour, il faut se perfectionner, sinon vous allez rater le train. Et ce train-là, il est là devant vous, vous pouvez le toucher avec la main, mais vous risquerez de ne pas embarquer. Et c'est ça qu'il faut éviter. Pour ce faire, je pense qu'il faudrait que nous soyons humbles en tant qu'acteurs des médias. Là, j'enlève ma casquette de directeur pour porter la casquette de journaliste, d'homme de médias, pour dire qu'on doit s'adapter, avoir cette humilité de dire que je ne connais pas, je vais à la recherche de la connaissance. Parce que la connaissance, il faut se l'approprier tous les jours et toutes les heures. Malheureusement, nous n'avons pas cette culture. Je pense l'avoir dit au président une fois à Dakar. Souvent, nous, on est trop suffisants à nous-mêmes. Or, le monde a dépassé ça. Nous sommes un 4e pouvoir, malheureusement, qui ne sait pas qu'on a un pouvoir. Ce pouvoir, si tu ne l'apprends pas, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Il est donc important pour nous, acteurs des médias, de se l'approprier et de manière convenable. Pas de manière superficielle, je connais, je ne connais pas. Il faut connaître. Et pour connaître, il faut apprendre. Oui, mais d'où l'importance de ce thème du salon. Oui. Ce thème du salon, justement, vous avez l'habitude, par exemple, de dire l'école du salon. Oui, l'école du salon, un programme... Cette école du salon, à travers ce thème, n'est pas que dédiée aux enfants ou aux apprenants. C'est des professionnels qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme. Exactement. Donc, ils vont à l'école.
On va à l'école, on doit apprendre. À Douala, quand j'ai eu les étudiants en journalisme, je leur ai dit, si vous allez en reportage, ne dites pas que je connais tout, je suis connaisseur. Dites-vous que je ne connais rien, je vais apprendre quelque chose. La seule chose que tu connais en allant en reportage, c'est l'heure et le lieu. Mais tu ne connais pas, sans y être, ce qui se passe là-bas. Mais ce qui se passe là-bas, toi, tu ne l'as pas ramassé, c'est quelqu'un qui te l'a dit. Effectivement. Donc, il te donne du savoir. Mais il faut être humble pour comprendre que ce savoir-là, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Aujourd'hui, Issa, par exemple, Sanogo le disait, Salif, que nous, on a l'habitude de dire qu'on est, voilà, ce n'est pas des extraterrestres, on connaît tout. Or, voilà. Tout s'apprend, justement. Il ne s'agit pas d'être sur ta chaise pour apprendre tout. Il faut quitter cette chaise-là. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose que Astan connaît que moi je ne connais pas. Le menuisier, il sait des choses que moi je ne connais pas. Absolument. Parce que si cette porte se dérobe tout de suite, vous allez appeler un menuisier, vous n'allez pas appeler Issa. Pas du tout. Donc ça, il connaît. Issa connaît le journalisme, toi tu connais le journalisme, mais le menuisier ne veut pas faire ça à sa place. Chacun a sa connaissance. Que chacun puisse véritablement renforcer sa connaissance. Si on le fait, le monde il est beau et le soleil brillera pour tout le monde. Alors, Monsieur Sidibé, Monsieur Bouyagui l'a annoncé tout à l'heure dans ses propos, il s'agit de l'école du Salon des médias. Et on sait, avec des thématiques assez phares pour les 3 éditions précédentes, vous avez évoqué pas mal de questions, mais aussi la question des réseaux sociaux demeure et revient. Comment faire en sorte qu'on puisse assainir ce secteur? Est-ce que le Salon va travailler à cela, à proposer des solutions? D'où ce thème au cœur de la 4e édition, parce que ça colle à l'actualité aujourd'hui. Cette question est au cœur des débats au Mali, entre une polémique entre professionnels des médias et ce qu'on appelle péjorativement des vidéomans, des acteurs des réseaux sociaux. Pour la petite anecdote, les deux ont suivi une formation gouvernementale ensemble qui a levé beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux. C'est là où nous on s'est dit, est-ce qu'il n'est pas grand temps qu'on mette la question sur la table lors de la 4e édition du Salon des médias? Appeler les professionnels des médias, appeler les acteurs des réseaux sociaux et appeler des experts pour qu'on en parle. Quelle différence y a-t-il entre les acteurs des réseaux sociaux et les professionnels des médias? Comment ces deux-là peuvent travailler ensemble? Parce qu'aujourd'hui, ces deux se regardent en chien de défaillance et il y a cette méfiance. Le ministre de la Communication l'a dit lors de la cérémonie de clôture qu'il ne doit pas y avoir de différence. Il doit y avoir au moins la complémentarité. Les uns et les autres doivent comprendre où est la place des réseaux sociaux, où est la place des professionnels des médias. Le Salon va travailler à cela? On va animer des thématiques autour de cela. On envisage d'inviter aujourd'hui, les acteurs des réseaux sociaux sont eux aussi organisés. Ils ont des organisations, on va les inviter. On va inviter, les professionnels des médias sont déjà là et on va inviter des professionnels. On va en parler. C'est pourquoi on a choisi le thème. Parce que Astan, vous savez aujourd'hui, le mal, c'est que quand les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, les professionnels des médias se sont méfiés, croyant que les réseaux sociaux vont tuer le journalisme. Les gens se sont méfiés et d'autres personnes ont envahi ces domaines et se sont en appropriés alors qu'ils ne sont pas les propriétaires. C'est les acteurs des médias qui devaient s'en approprier des réseaux sociaux, mais on est venu en retard. Et les journaux, et les radios, les télés sont venus en retard sur les réseaux sociaux. Et ils sont venus trouver que des acteurs ont pris les réseaux sociaux. Envahi le secteur. Et aujourd'hui, comment faire en sorte que les médias classiques puissent avoir leur place sur les réseaux sociaux? C'est là où il y a problème aujourd'hui. Donc, il faut en parler, il faut en discuter, et parce que eux aussi, ceux qui ont occupé l'espace, l'ont utilisé autrement. Il y a des reproches à leur faire parce que la quintessence de l'information du journalisme, c'est la vérification, c'est la déontologie,
c'est beaucoup de La choses notion de base. que beaucoup d'acteurs des réseaux sociaux ne respectent pas. C'est là où il y a beaucoup de reproches aux acteurs des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est là où on va en discuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il former les acteurs des réseaux sociaux? Faut-il amener des journalistes dans l'espace des réseaux sociaux? C'est des questions qui doivent être évoquées et discutées lors de la 4e édition. Je sais que ça va être des discussions qui vont occuper toute une journée et ça va être très intéressant. Une question intéressante. Je pense qu'il faut, à mon avis, dissocier les deux. D'accord. En faisant quoi? En se disant la vérité. On est déjà dans le panel alors. Oui, n'est-ce pas? D'accord, on va lui permettre de développer ses arguments. Oui, alors, M. Bouyagui. Maintenant, celui qui va animer le panel va me payer. Alors, je pense qu'il faut dissocier les deux. D'abord, le législateur a bien défini qui est journaliste. Clairement. Clairement. Chez nous, c'est la loi de 2000. En dehors de loi, le législateur il a défini dans tout le monde entier ce qu'est un journaliste. La définition du journaliste. Là, vous prenez le dictionnaire, vous voyez la définition du journaliste. Et si on ne prend que cette définition du journaliste, beaucoup de ces personnes-là ne seront pas dans les médias. Mais maintenant, chaque pays a défini à sa manière c'est quoi le journaliste. Sauf qu'en Afrique de l'Ouest, à un moment, les pays, les gouvernements s'en ont approprié en donnant une définition au journalisme parce que ça leur arrange. Mais la définition du journalisme au Mali n'est pas forcément la même chose de la définition du journaliste au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le législateur qui l'a défini. Ça veut dire que c'est nos gouvernants qui l'ont défini. À nous maintenant, je vais toujours enlever ma casquette de directeur général, à nous maintenant de se définir et de ne pas être jaloux. Parce que ça aussi, entre parenthèses, on est jaloux de notre métier. Alors qu'on ne doit pas être jaloux. Le journaliste dit, je suis journaliste, même dans vos extraits. Quand vous dites, je vous propose d'écouter, à ce temps qu'on va dire, on oublie celui qui a fait le montage. On oublie celui qui a fait le cadrage. On oublie celui qui a pris le son. Donc il y a une certaine forme de frustration qui s'est installée. Exactement. L'eau qui parvient du puits n'est pas sortie lui-même. Il a fallu la corde pour tirer l'eau du puits. Un travail collectif. Un travail collectif. Il faudrait que l'on soit humble, qu'on comprenne que dans ce monde actuel des médias, nous ne sommes pas seuls et qu'on arrête de parler de journalistes et qu'on dise des professionnels des médias ou des acteurs de la presse. Parce que Astam, en quittant ce matin, ici, pour aller en reportage, il y a le chauffeur qui l'a amené. Il y a le preneur de son qui était avec lui. Il y a le cadreur qui était avec lui. Quand elle est revenue, il y a eu le monteur. Pour faire passer les éléments dans cette émission, il y a eu le régisseur. Il y a eu encore d'autres. Donc c'est une chaîne. Qu'on parle des acteurs des médias. Ça, c'est le premier facteur. Si on ne veut pas être seul dans les combats. Le deuxième facteur, c'est qu'on doit aujourd'hui comprendre qu'il faut nécessairement assainir. Nécessairement. Parce que tout le monde ne peut pas être journaliste. Tout le monde ne peut pas être professionnel des médias. Au Sénégal, par exemple, ça se passe actuellement parce que avec plus de la moitié des organes et des censés qui ne sont pas conformes. Mais dans ce sens, est-ce que à ce niveau, la maison de la presse intervient ou laisse l'État faire le boulot en vue d'assainir le secteur? En fait, nos deux maisons de la presse n'ont pas les mêmes rôles. D'accord. La maison de la presse du Sénégal n'a pas ce rôle, n'a pas ses prérogatives. Même le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui est l'équivalent de la HAC ici, n'a pas ses prérogatives. Parce qu'au Sénégal, c'est d'ailleurs la structure va être réformée, c'est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Donc il n'y a que l'audiovisuel. Donc le ministère maintenant, qui a pris en charge cette question, parce que la question avait été débattue entre acteurs de presse d'abord, pour créer ce qu'on appelle le Code de la presse de 2017. Dans ce Code de la presse, il est bien défini qui est
média et qui ne l'est pas. Qui doit être journaliste et qui ne le doit pas être. On a enlevé déjà l'organe de presse pour mettre maintenant entreprise de presse. Parce que c'est un entrepreneur qui est dans d'autres secteurs qui vient investir dans le secteur pour créer une entreprise de presse. Donc ça devient une entreprise de presse. Et cette entreprise de presse est conformément à la loi la même chose que l'entreprise de BTP ou l'entreprise qui est dans la poissonnerie ou qui est dans d'autres secteurs. Donc c'est une entreprise qui doit aujourd'hui respecter les normes éditées par la loi sénégalaise. C'est-à-dire avoir des agents qui ont des contrats payés selon la législation, qui doivent avoir une couverture sanitaire, qui doivent faire ceci, couverture sociale, le tout en versant des trucs, en tout cas le tout, pour être entreprise. Le code le définit très bien. On dit maintenant, l'ancien gouvernement qui était là, le code de la presse discuté entre acteurs de presse et d'autres acteurs comme la magistrature, entre autres, on a défini un code de la presse qui a été voté à l'Assemblée nationale, promulgué par le chef de l'État. Après promulgation, tout ceci était dans les tiroirs, personne n'en parle. Nous avons tapé sur la table, le gouvernement n'a pas réagi. Ce même gouvernement, la presse encore pour conformer sa position, a appelé à des assises nationales de la presse. On est allé pour les assises. Les conclusions des assises ont été déposées sur la table de l'ancien ministre de la Communication, c'est-à-dire de l'ancien gouvernement. Aucune réaction. Le gouvernement actuel est venu et a dépoussiéré tout ceci sur la demande des médias sénégalais. Il dit, voici le code. J'ai les prérogatives de lancer la plateforme. Il faudrait que tout le monde se conforme. La plateforme est là, enregistrez-vous. On a eu 586 enregistrés de médias. Seuls 258 ont répondu. Donc ce sont ces 258 qui sont reconnus médias au Sénégal. Les autres vont disparaître. Il ne s'agit pas de dire, non, vous ne faites pas partie, donc vous allez vous mettre à côté à émettre. Non, vous disparaissez. La police cybercriminalité a été activée pour fermer tous ces médias qui ne sont pas conformes. Ça permet quoi? Ça permet d'assainir le secteur. Ça permet de connaître qui est qui. Et l'État aussi, dans le cadre de ces subventions, ce qu'on appelle le fonds d'aide à la presse, qui est presque à 1,9 milliard, on dit maintenant ce sont les 258 qui vont se le partager. S'il fallait partager ces 1,9 milliard à 586, imaginez chacun aura combien? Très peu. Moi, je suis quelqu'un, je connais YouTube, je vais à YouTube, je crée ma chaîne, je vais l'appeler Biagui TV. Oui. Et je suis seul là-bas, peut-être avec le cadreur. Voilà, je dis, moi, je suis média. Et la subvention vient, j'en bénéficie. Je ne paie ni impôt, je n'ai pas d'employé, je ne fais rien du tout et je me considère média. Quand il y a des micros, tout le monde est là-bas. Toi aussi, ton micro est là-bas, considéré. Finalement, ça pose problème. Ça nous décrédibilise. Ça pose problème. Pour avoir de la crédibilité, justement, il faudrait qu'on arrive également au Mali à faire ce distinguo, à définir qui est journaliste, qui est acteur des médias, qui est professionnel des médias et qui ne l'est pas. C'est là où le rôle du salon des médias, c'est pas d'imposer cela, mais nous créons l'espace, nous créons l'occasion, nous créons l'espace pour en discuter. Nous appelons les professionnels. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons quand même appelé les doyens de la presse pour parler de l'histoire de la presse au Mali, parce que l'histoire de la presse au Mali est particulière. Et petit à petit, l'année dernière, c'était l'histoire de la presse, mais on va en arriver à la question des textes. Qui doit être évoqué aussi, il l'a dit, le Sénégal a pu avoir quand même une solution. Les textes sont sur la table du gouvernement. On va appeler les membres du gouvernement qui, volontairement, depuis la première édition, ont toujours accepté de répondre à nos invitations. Et l'année prochaine, en juin, on va essayer de voir si on peut encore avoir le ministre de la Communication pour évoquer la question de la régulation des médias au Mali, et les professionnels des médias auront l'occasion de lui dire ce qu'ils en pensent. Et c'est ça, le salon des médias. Mais il y a des organisations quand même qui sont
souvent des syndicats chez nous, à la différence du Sénégal. Donc, les organisations, c'est vrai que souvent, ils sont dans l'affrontement. N'est-il pas temps de prendre exemple sur le Sénégal? Parce qu'on le sait, le Mali, les éminents journalistes, les grands journalistes, entre guillemets, ont pratiquement passé beaucoup de temps au Sénégal. Le modèle malien, si on peut se le permettre, est beaucoup inspiré du modèle du Sénégal. N'est-il pas temps de prendre exemple sur même la politique de gestion des organes de médias? Moi, ça m'enchante. Moi, j'ai visité la maison de la presse du Sénégal, j'ai vu tout ce qu'il y a là-bas, ça m'enchante. Mais moi, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas d'une organisation, mais je suis du Salon des médias qui a choisi quand même le lobbying pour faire bouger les lignes. Mais il y a des organisations qui sont dans le syndicalisme, il y a des organisations qui sont dans la revendication et ils peuvent penser à cela. Mais le Salon des médias, c'est une sorte de lobbying pour faire bouger les lignes. Nous avons choisi autrement notre combat. Donc, je ne sais pas si les acteurs, les professionnels des médias vont accepter qu'ils soient dirigés par quelqu'un qui a été nommé par décret, je ne sais pas. Mais quand même, le modèle sénégalais, moi, ça m'a plu. Honnêtement, ça m'a plu parce que ça a permis de faire bouger les lignes et ça permet à l'État d'avoir un œil sur l'argent qu'il investit. Parce que nous, notre problème, c'est pas faute d'investissement. L'État a eu l'occasion d'investir dans la presse, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est pourquoi l'État s'est découragé. Souvent, on l'attend sur les radios. Tout ce qui a été investi dans la presse, tout ce qui a été investi dans la politique, les partis politiques, ça fait débat actuellement. On demande même de faire l'audit. Donc, si l'État avait lui-même nommé quelqu'un pour la gestion, et là, on aurait quand même eu l'exemple. Mais ce n'est pas au Salon des médias de dire s'il faut quand même copier les modèles sénégalais. Je ne vais pas dire ça. D'accord. Oui. Un problème, quand il est bien posé, il est à moitié résolu. Je pense que le Salon pose le débat. Bien sûr. Et heureusement qu'on a une entité qui pose le débat. Maintenant, aux débatteurs de venir, d'en débattre et d'en donner des conclusions. Et ces conclusions vont servir à une seule personne, c'est l'État, qui doit prendre des décisions sur les recommandations. Parce que les recommandations dans ce genre de salon ou d'atelier sont très, très importantes pour l'État et pour les acteurs. Alors, inversement à la question du modèle sénégalais, le Salon des médias aussi a déjà 4 ans et le Salon du Sénégal va bientôt prendre forme. Alors, en quelques mots, est-ce que ce modèle est inspiré inversement aussi du Sam Mali? Oui, absolument, absolument. Je pense que Sam Mali, 4 ans, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 heures, ce n'est pas 4 minutes, c'est 4 ans. Ça pèse lourd sur la balance. Et ça doit être un baromètre pour nous, en tout cas dans le cadre de l'organisation du Salon du Sénégal. La seule différence avec le Salon du Mali, le Salon du Mali est organisé par des privés, alors que le Salon du Sénégal est organisé par l'État à travers la Maison de la Presse. C'est une proposition de la Maison de la Presse qui est une tutelle du ministère de la Communication et qui a pris, moi en tant que directeur général, j'ai pris une décision portant création d'un comité de pilotage dirigé par l'ancien directeur général de la Maison de la Presse, de la RTS, Matar Sylla, qui est un éminent acteur des médias. Néanmoins, je pense, ça va être comme, comment ça s'appelle, l'athlétisme, hein, avec le bâton, comment ça s'appelle, relais. Le relais. Mali va nous passer le relais dans le cadre de l'organisation. Et nous allons beaucoup apprendre de l'organisation de Sam Mali pour pouvoir s'orienter vers le ciment. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais nous allons quand même vous permettre de nous donner rendez-vous. Le CIMA, ça se passera quand? Ça se passera au mois d'octobre. Le comité m'attend pour qu'on puisse définir la date parce que c'était prévu au mois de mai. Mais le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous a demandé de reporter à octobre pour mieux encore préparer justement ce salon-là. Donc ce sera au mois d'octobre. Inch'Allah. C'est un grand honneur pour nous du Salon des médias du Mali de pouvoir
être inspiré, de pouvoir inspirer le Sénégal. Je l'ai dit, l'objectif du Salon des médias, c'est de créer des espaces de dialogue. Et si on a un autre espace au Sénégal et que chaque année, on quitte Bamako directement, on va à Dakar et on quitte à Dakar, on va à Douala et on quitte à Douala, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Et il est grand temps quand même qu'on se rassemble. Parce qu'on a assez fait dans la division. Aujourd'hui, le temps est venu d'abord pour le monde des médias de se rassembler. Ensuite, la jeunesse va se rassembler. Les politiques n'auront pas le choix, ils vont se rassembler. Donc, c'est une bonne chose. Quand on quitte Bamako en juin, on va se retrouver à Dakar en octobre. Et qui sait si on va se retrouver à Conakry prochainement. Donc, c'est une bonne chose. La date du Sam Mali 2025? C'est du 12 au 15 juin prochain, où une forte délégation du Sénégal est attendue parce que le Sénégal est le pays invité d'honneur et nous allons quand même découvrir les grands animateurs, les grands journalistes du Sénégal qui sont une référence en Afrique ici, mais aussi il y a la Côte d'Ivoire qui sera là, en plus des pays de l'AES, des pays de la forte délégation de la Guinée qui est chaque année présente. Donc nous souhaitons déjà la bienvenue à tous nos confrères de la sous-région. D'accord. Dégg nga wolof? Non. Là. Donc là, je pense que d'ici octobre, le président de la commission d'organisation va apprendre quelques mots parce qu'il faut le reconnaître, le Sénégal... oui, rapidement. Oui, la dernière fois où je suis passé à Dakar, au fait, mon problème, c'était que moi, j'ai pensé que la nuit à Dakar, c'est la même chose que la nuit ici. À 22h déjà, moi, j'étais fatigué, je rentrais parce qu'à Bamako, à 22h, 23h déjà, c'est la grande nuit. À Dakar, c'est l'heure du dîner. Alors, c'est sur cette anecdote du président de la commission d'organisation, M. Issa Kaba Sidibé, que j'ai reçu sur le plateau du Grand Rendez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et sur ma droite, à gauche de votre écran, nous avons M. Bouyagui Sambou qui a pris part aux activités de la conférence inaugurale qui nous vient de Douala et qui a fait un saut à Bamako. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Merci et je rappelle, vous êtes le directeur de la Maison de la Presse du Sénégal. Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement. Je remercie Monsieur le Président du comité d'organisation, le président de la Maison de la Presse, que je vois très associatif. Oui. Et c'est important pour le Sam Mali. Bien sûr. Et le président de la Maison de la Presse, que je découvre un homme humble, qui a l'ambition véritablement de recadrer les choses dans la presse malienne. Et c'est important. Et son appui à Sam Mali également est très très important. Notre différence est que nous au Sénégal, moi je suis nommé par décret du président de la République. Et lui, il est nommé élu plutôt, c'est ce que je voudrais dire. C'est pourquoi je dis, tu vas me donner cette parenthèse-là. Oui, voilà. Puisque tu nous viens du Sénégal, sinon normalement, en principe, de l'autre côté de la baie vitrée. Non, de l'autre côté, on me l'a donné. Non, de l'autre côté, on me l'a donné. Ah, d'accord. Donc, Moussa, on va prendre juste 2 minutes de ton temps et permettre rapidement au directeur de conclure. Oui. Parce que c'est important, il a abordé la question, c'est-à-dire saisir des opportunités. La Maison de la Presse du Sénégal est un modèle. En termes de gestion. Pour d'autres, ce n'est pas possible, mais chez nous au Sénégal, c'est une opportunité. Parce que le directeur général est nommé comme une autre société du Sénégal par décret présidentiel et ceux qui travaillent au niveau de la Maison de la Presse sont payés par l'État du Sénégal et les espaces qui sont disponibles sont gratuits pour l'ensemble des acteurs des médias. Chaque association a son siège à la Maison de la Presse. Vous faites toutes vos rencontres, que ce soit contre le gouvernement ou pour le gouvernement, à la Maison de la Presse. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur. Moi, par exemple, je reçois pratiquement 630 millions tous les 6 mois. Qui n'a rien à voir... Et tu as à ta disposition un détail de 9... un immeuble de 9 étages. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Et j'ai 43 agents, agents permanents. Sans compter presque 37 qui sont des
voilà, des prestataires. Alors, je vais remettre de force la casquette du directeur général et je vais reprendre la casquette du journaliste. Parce que oui, difficilement, quand on a des journalistes, des éminents journalistes sur un plateau, il est difficile de les arracher la parole. Mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci merci vraiment. Merci pour ces édifications. Merci à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au directeur de la Maison de la Presse du Sénégal. Merci aussi à l'équipe technique qui assure la réalisation de cette belle émission, Le Grand Rendez-vous. Grand merci à vous qui nous suivez sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. À très vite pour un autre numéro du Grand Rendez-vous.